Bonjour, donc je suis Claire Bouillac, je suis médecin départemental de protection maternelle infantile au conseil départemental de la Haute-Garonne et donc je suis la modératrice pour la matinée. Donc vont intervenir sur le développement de l'enfant d'abord Monsieur Chex qui est professeur au CHU de Toulouse et neuropédiatre, donc expert dans le développement de l'enfant. Puis Monsieur Frédéric Russet qui est psychologue clinicien et qui travaille dans l'unité parents-nourrissons et l'unité enfants du service de médecine psychologique au CHU de Montpellier. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Chex. Merci aux organisateurs de la journée de m'avoir invité et en particulier à Mme Ramel qui m'a sollicité directement et j'ai accepté avec plaisir. Donc je suis là effectivement en tant que pédiatre. Alors c'est pas l'hôtel mère-enfant, c'est l'hôpital mère-enfant à Toulouse où je travaille. Donc je travaille également dans une unité de recherche à l'INSERM et je m'occupe de troubles du neurodéveloppement dans cette unité. Donc mon exposé, on m'a donné comme mission d'aborder la notion de concept des 1000 jours. On m'a demandé de parler des étapes du développement à un public qui est confronté donc à des enfants jeunes. Et donc les objectifs de mon intervention sont à la fois de vous rappeler les étapes du développement précoce, mais que pour une grande partie d'entre vous, vous connaissez, mais surtout de l'inclure, ces étapes du développement précoce, donc ce sera la partie centrale de mon exposé, dans des concepts, je dirais, neuroscientifiques un petit peu récents, et pour vous donner ensuite des pistes de prévention sur les éventuels troubles ou les éventuelles interférences qui surviendraient dans le développement des enfants. Donc si j'atteins cet objectif, je serai très satisfait de mon intervention. Donc le concept des 1000 jours, c'est un concept qui apparaît assez récemment, à partir d'études épidémiologiques, et notamment avec un auteur anglais, David Barker, qui va nous montrer que finalement l'état de santé précoce peut être des personnes, peut être à l'origine de troubles qui surviennent à l'âge adulte, de maladies qui surviennent à l'âge adulte, et en particulier dans la description initiale, c'est avec la maladie coronarienne, que vous connaissez bien, mais ce concept va être également décrit pour d'autres pathologies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Donc ça amène à penser à une origine développementale finalement de la santé et des maladies que l'on observe chez les humains. Les 1000 jours, juste pour préciser, englobent la période préconception et la grossesse, ainsi que les 2 premières années de la vie. Et donc, quand vous faites l'addition, effectivement, vous arrivez à environ 1000 jours. Alors, ce tableau un peu complexe est là simplement pour rappeler que vous avez à la partie, donc ma main à moi, gauche du tableau, finalement, l'état de santé précoce qui est rattaché à la pathologie à l'âge adulte. Et vous voyez, donc on retrouve les pathologies dont je viens de parler, diabète, obésité, hypertension, mais également des problèmes de développement cognitif, de problèmes de retard cognitif. Et c'est sur cet aspect-là, évidemment, qui est mon domaine, où je vais plus particulièrement insister et intervenir. Je ne vous parlerai plus ensuite dans l'exposé, évidemment, de maladies coronariennes, d'obésité ou de diabète. Alors, quand on s'intéresse au développement en général, cette diapositive résume un petit peu les grands acteurs du développement. On a d'un côté des facteurs qui sont nature dépendants, donc c'est les facteurs génétiques. Et la génétique occupe une part plus ou moins importante dans la détermination de notre trajectoire développementale. Mais en face, on a des facteurs qui sont culture dépendants, donc c'est des facteurs environnementaux, et on va en voir plusieurs, et je vais axer l'exposé évidemment sur ces facteurs-là. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une petite ellipse, un petit cercle où est écrit épigénétique. L'épigénétique étant ce qu'on a découvert ces dernières années, qui joue un rôle fondamental dans l'interaction entre les gènes et l'environnement. C'est finalement comment l'environnement va moduler l'expression des gènes sans modifier
si vous voulez, la séquence d'ADN sans modifier le gène en soi, mais en modifiant simplement l'environnement des gènes. Et pour le comprendre, vous avez cette photo sortie d'un article scientifique sur l'épigénétique à partir de souris. Vous voyez 5 souris qui sont toutes issues d'une même souche, donc qui ont exactement le même matériel génétique et qui pourtant ont un phénotype, c'est-à-dire une présentation clinique très différente, puisqu'on va de la droite, la petite souris avec une couleur plutôt sur le marron foncé, vers la gauche, une grosse souris plutôt vers une coloration de poils plutôt vers le jaune. Et ce qui les différencie, c'est en fait quoi? C'est que l'environnement épigénétique, c'est-à-dire en fait la modification de l'environnement de l'ADN de ces souris a entraîné cette distinction, en sachant que les souris à l'extrême du spectre du côté gauche de ma main sont exposées à un risque plus important d'obésité, de diabète et de cancer. Donc c'est l'illustration de ce que je viens de vous dire juste avant, de comment finalement des facteurs environnementaux peuvent modifier et créer une situation à risque pour des individus qui ont pourtant le même matériel génétique, c'est-à-dire qu'on exclut là l'intervention de la génétique. Alors, donc on va, après cette brève introduction, je dirais, on va un petit peu plus s'aventurer dans le domaine du développement cérébral. Et si je remets la vignette, la diapositive précédente, c'est pour l'appliquer au développement cérébral. Dans le développement cérébral, il y a deux notions qui apparaissent fondamentales. C'est d'un côté la maturation cérébrale, qui est dépendante des facteurs génétiques, et de l'autre côté, la plasticité cérébrale, qui est dépendante de l'environnement. La plasticité, c'est finalement comment on va pouvoir modifier notre système nerveux, comment on va pouvoir modifier le cerveau sous l'effet de l'environnement et de façon donc indépendante des gènes. Alors, il faut comprendre que le développement cérébral, il va y avoir 4 ou 5 diapos un peu complexes que je vais expliciter, mais qui vont vous permettre d'avoir, je dirais, des bases essentielles pour comprendre le développement cérébral et donc le développement neurocognitif de l'enfant. Sur ce schéma sont présentés, si vous voulez, les différents processus au niveau cellulaire qui se produisent dans le cerveau et lors du développement du cerveau, depuis la vie intra-utérine et les premières étapes jusqu'à l'adolescence. Et ce que l'on peut constater, et ça illustre la notion de complexité du développement cérébral, c'est qu'il existe différentes étapes, donc différents processus. Donc là, vous avez le développement, l'apparition, le développement des neurones. Là, vous avez la migration des neurones. Là, vous avez le développement des cellules gliales qui entourent les neurones. Là, vous avez l'établissement des connexions entre les neurones. Là, la position d'une substance autour des prolongements neuronaux qui s'appelle la myéline, qui va permettre d'accélérer la transmission et la communication entre les neurones. Et là, vous avez la sélection des synapses. Ces différentes étapes, vous voyez, s'échelonnent au cours des différentes période, mais surtout ce que je veux vous montrer, c'est finalement que cela se produit, la majorité se produisent pendant ces 1000 premiers jours dont on parle. Donc premier élément, c'est que les grandes étapes du développement cérébral vont de la vie intra-utérine à la vie évidemment après la naissance, mais sont regroupées essentiellement ou en grande partie pendant les 2-3 premières années de la vie. Même si ensuite le développement cérébral n'est pas achevé, la myélinisation se poursuit jusqu'à l'adolescence, mais on voit que les grandes étapes se sont déjà produites. Autre diapositive pour illustrer que les grandes étapes se sont déjà produites. Si vous situez l'âge qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on parle des 2-3 ans, donc si vous montez une ligne verticale ici, vous voyez que entre la naissance ici et l'âge de 2-3 ans, il y a beaucoup de choses qui se produisent au niveau cérébral. La première année, c'est que le poids du cerveau double de volume. On passe de 400 grammes à 800 grammes en l'espace de 2 ans. Et ceci représente le niveau d'activité cérébrale et indirectement le niveau ou le nombre de connexions synaptiques, c'est-à-dire de connexions entre les cellules cérébrales. Et la notion qu'il faut bien avoir ici, c'est que
l'augmentation des connexions cérébrales est extrêmement importante, elle est exponentielle pendant les 2-3 premières années de la vie, et surtout dépasse largement le niveau d'un adulte, qui est le trait rouge, là, que vous ne voyez pas très bien sur la diapositive malheureusement, mais qui est ici. C'est-à-dire que ça, c'est le niveau de métabolisme cérébral moyen d'un adulte, et là, c'est le niveau de métabolisme cérébral moyen d'un enfant de 2 ans, qui est largement supérieur. Et donc, ceci confère à cet enfant une plasticité cérébrale bien plus importante que celle d'un adulte. Bien sûr, la plasticité cérébrale existe à l'âge adulte. On peut récupérer d'un accident vasculaire cérébral qui survient chez un adulte, mais l'enfant va avoir des capacités de récupération et de réorganisation cérébrale beaucoup plus importantes du fait de cette redondance de connexion synaptique qui le caractérise pendant les premières étapes du développement. Donc ce que je peux dire, c'est que le développement cérébral, c'est quelque chose qui est contraint avec au moins 3 facteurs. Un facteur génétique dont j'ai déjà parlé, et je vais vous remontrer une illustration, des facteurs environnementaux et un concept que je n'ai pas abordé encore, le facteur temporel. C'est-à-dire que cette plasticité cérébrale, elle est dépendante du moment où on se situe dans la phase de développement. Alors, exemple des contraintes génétiques très simples, 2 gènes. Ça, c'est le nom de 2 gènes qui ont pour mission de fabriquer des protéines dont la concentration va être variable au niveau du développement embryonnaire précoce et d'une région qui s'appelle la corde, entre la partie antérieure de la corde et la partie postérieure. Le gène PAX6 permet l'organisation de la région sensorimotrice, c'est-à-dire la région qui commande le bras, la sensibilité par exemple du bras et de la jambe du côté opposé, donc côté droit qui va commander le côté gauche. Donc S1 représente la région sensorimotrice. Et vous voyez que ce gène PAX6 fabrique une protéine dont la concentration est maximale à la partie antérieure. Le gène EMX2, lui, participe à l'organisation de la région occipitale, la région du cerveau qui nous permet de traiter les informations visuelles. Et vous voyez que le gradient de concentration est opposé. Et c'est cette combinaison de 2 gradients de concentration de protéines opposés qui permet l'organisation dans le cerveau d'une aire sensorimotrice au milieu du cerveau et d'une aire occipitale à l'arrière du cerveau. Si je manipule un des gènes, par exemple, j'éteins l'expression de EMX2 chez des rats qui ont été manipulés génétiquement, vous voyez que l'organisation cérébrale est complètement désorganisée, avec une aire sensorimotrice qui occupe la majorité de la partie centrale et postérieure, et une aire occipitale qui a quasi disparu. Donc ça, c'est pour vous montrer comment l'effet des gènes participe, contraint le développement cérébral. Mais ce développement cérébral, il est aussi influencé par l'environnement. Ce que je vous ai déjà dit, mais je vais vous le présenter d'une autre façon à partir d'exemples extrêmement concrets. Pour les spécialistes de la petite enfance, vous avez tous entendu parler du nanisme psychosocial. Le nanisme psychosocial, ce sont des enfants qui sont victimes de négligences lourdes et qui vont donc présenter un arrêt de la croissance staturopondérale, en tout cas un ralentissement de la croissance staturopondérale. Vous avez la courbe ici d'un enfant, bien avant 2 ans, qui présente un retard staturopondéral. Cet enfant est hospitalisé et ensuite placé dans une famille d'accueil lorsque l'équipe a fait le diagnostic de négligence lourde, le signalement et l'orientation vers une famille d'accueil. Et cet enfant va se remettre à grandir et à grossir lorsqu'on a changé l'environnement. Mais le plus important, c'est cette partie de la courbe, par rapport au message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est qu'on a un effet aussi sur le volume du développement cérébral. Cet enfant présentait un périmètre crânien en dessous des courbes et placé dans un milieu stimulant, son périmètre crânien reprend une vitesse de croissance de meilleure qualité. Ce qui prouve que le développement cérébral est bien contraint par des facteurs environnementaux. Je néglige cet enfant, je ne le stimule pas, je n'échange pas avec lui, je n'ai pas d'interaction avec cet enfant, mon cerveau se développe à une vitesse plus lente, insuffisante par rapport aux courbes que je connais. Je change l'enfant du milieu et je constate que le cerveau reprend une croissance. Alors vous allez me dire c'est sur un cas, oui, mais il y a des études longitudinales, notamment le Bucharest Early Intervention Project, qui est une recherche européenne sur des enfants placés en institution pour négligence lourde et qui vont être ensuite suivis jusqu'à l'âge de 12 ans.
et pour lequel on va regarder avec des marqueurs d'activation qui vont permettre d'évaluer le niveau d'activité cérébrale ou l'organisation. Ici, c'est la mesure des fibres de substance blanche. Ici, c'est de l'EEG qui permet de voir l'activité cérébrale et de constater que l'activité cérébrale ou le volume des fibres de substance blanche, donc qui assure la connexion entre les régions cérébrales, n'est pas équivalent lorsqu'on compare des enfants qui sont élevés dans des familles qui vont bien, donc ces enfants-là ou ces enfants-là, à des enfants qui ont été placés en institution et sont restés en institution, ces enfants-là, ou des enfants qui ont été accueillis en famille d'accueil. En fait, la différence se situe essentiellement entre les enfants qui sont restés en institution et les enfants qui ont été élevés dans des familles dites normales. Il y a aussi une autre différence qu'on voit avec l'électroencéphalogramme, qu'on ne voit pas avec l'IRM, qui est lorsque l'accueil dans la famille d'accueil se fait précocement ou tardivement. Et au plus tôt l'enfant arrive dans la famille d'accueil, au mieux, ou en tout cas au plus élevé, est l'activité cérébrale enregistrée par l'électroencéphalogramme. Ensuite, il y a une troisième contrainte qui est la contrainte de temps dont je veux parler. La contrainte de temps parce qu'on sait qu'un certain nombre de compétences, ici c'est des travaux de recherche sur la capacité à percevoir des différences dans les sons, dans des langues étrangères. Elle existe chez tous les enfants à la naissance et elle va progressivement se stabiliser et voire même s'améliorer dans la langue maternelle, celle qui entoure l'enfant, et disparaître pour des langues étrangères auxquelles l'enfant n'est pas exposé. Ici, ce sont des expériences qui ont été réalisées chez des enfants américains confrontés à l'apprentissage confrontés à une nourrice qui vient leur parler en mandarin, c'est-à-dire la langue parlée par les Chinois. Et on constate qu'il existe une fenêtre qui se situe environ entre 6 et 10 mois, où cette capacité va disparaître si l'enfant n'est pas exposé au chinois. C'est-à-dire que les enfants, finalement, non exposés à la langue étrangère avant cette période de temps, dans cette période dite sensible ou période critique, perdent cette capacité. Donc, cet exemple est là pour illustrer le fait que dans le développement intervient cette notion de temps, cette notion de période sensible ou période critique. La plasticité cérébrale est maximale à certaines périodes selon les fonctions auxquelles on s'intéresse. Donc si on en vient ça c'était mon introduction un petit peu sur le développement en général, que vous en ayez les bases. Ensuite, si on vient sur le développement, ce que vous connaissez, cette diapositive-là résume les grands éléments. D'une part, que le développement psychomoteur débute dès la vie intra-utérine, et je vais l'illustrer ensuite avec les diapos qui vont arriver, que l'enfant ne vient pas au monde en étant dépourvu de toute connaissance. L'enfant possède des connaissances de base, des connaissances basiques, et c'est sur ces connaissances-là qu'il va construire ensuite, grâce aux apprentissages, le reste. Que, encore une fois, il y a des périodes critiques dans le développement qui dépendent de ces éléments, qu'il existe des compétences universelles, comme je me viens de le montrer, et une spécialisation progressive au cours du temps. Alors, le début de la vie intra-utérine, on a ces deux petites illustrations. La motricité, vous voyez bien qu'un fœtus, ça bouge dans le ventre maternel, et donc c'est déjà le début du développement moteur. Donc le développement moteur, il ne débute pas après la naissance, il débute dès la vie intra-utérine. Et là, c'est pour montrer que c'est des travaux qui ont été réalisés au niveau d'évaluer la mémoire des nouveau-nés et pour montrer que le système auditif des enfants qui est fonctionnel à partir de la 25e semaine d'aménorrhée permet de percevoir des comptines que vont donner les mamans enceintes et que ces enfants ont mémorisé ces comptines. Donc là, les mamans avaient pour mission de répéter plusieurs fois, pendant plusieurs jours, la même comptine à leur enfant en intra-utérin. Et après la naissance, on testait les enfants avec la comptine qu'ils avaient entendue et la comptine qui était construite de la même façon mais qu'ils n'avaient pas entendue et se rendre compte qu'ils avaient mémorisé celles qu'ils avaient perçues pendant la vie intra-utérine, montrant par là que des capacités cognitives et ici mnésiques de base étaient déjà présentes et que le développement commence bien dès la vie intra-utérine. Les compétences précoces sont illustrées sur ces trois photos. Dès la naissance, l'enfant a une qualité du regard
vers la maman tout à fait remarquable, avec une capacité de traitement des visages qui est déjà présente dans les premiers jours de vie. Très rapidement, après la naissance, les chercheurs ont montré que les enfants avaient des capacités cognitives numériques et qu'ils étaient capables à la fois de discriminer des petites quantités de collection de 2 ou 3 unités, mais aussi de réaliser des calculs élémentaires de 1 plus 1 égale 2 ou 2 moins 1 égale 1. Donc ce genre de choses, les enfants de 4 à 5 mois sont capables de le faire. C'est la psychologie expérimentale ou la psychologie du développement cognitif qui nous le montre. Et puis les anciens travaux d'Albert Grenier, le pédiatre français, qui a montré très tôt que dans certaines conditions, on peut mettre en évidence des capacités de motricité qui étaient jusqu'alors insoupçonnées, et notamment le fait que dès très tôt, si on met l'enfant dans de bonnes conditions, on peut libérer les capacités de préhension volontaire. Cette diapo, c'est juste pour revenir sur ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure et réillustrer l'idée que les enfants ont des compétences qui dépassent largement celles des adultes dans certains domaines, et notamment dans le traitement des sons des langues, et notamment des phonèmes, et que ces capacités sont universelles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de percevoir des différences dans des contrastes phonétiques auxquels ils n'ont jamais été confrontés, donc ils sont capables de différencier. Il y a des expériences entre anglais, japonais, entre anglais, je vous ai dit chinois, etc. Il y a eu de très nombreuses expériences là-dessus qui montrent toutes la même chose, c'est-à-dire une capacité qui va progressivement disparaître si l'enfant n'y est pas exposé après une fenêtre critique qui se situe généralement entre 6 et 10 mois. Et donc ces enfants qui deviennent des spécialistes. Donc là, c'est pour revenir sur le développement moteur et la motricité. Vous avez ici l'échelle de temps. La motricité de l'enfant, elle se caractérise par quoi? À la naissance, par une motricité dite réflexe, donc avec des fameux réflexes archaïques qui vont disparaître progressivement. Généralement, il faut qu'ils aient disparu à 6 mois, mais ils disparaissent généralement entre 3 et 4 mois. Ces réflexes archaïques que le pédiatre ou le médecin qui examine l'enfant va retrouver dans son examen clinique sont le témoin finalement que ce sont des régions cérébrales profondes qui sont matures précocement, qui sont dominantes, et puis progressivement la maturation du cortex moteur va faire que l'enfant va développer une motricité volontaire à partir de 5 mois avec la disparition des réflexes. Et que cet enfant, à la naissance, il a un tonus qui est généralement augmenté, il est plutôt en flexion, comme ici, une hypertonie, et cette hypertonie va progressivement céder pour évoluer vers une hypotonie, l'hypotonie physiologique du 8e mois. Donc les angles des enfants, les enfants sont beaucoup plus souples quand on les manipule et qu'on évalue l'extension du membre supérieur ou l'angle poplité au membre inférieur. Cette évolution, la disparition de la motricité réflexe avec l'apparition d'une motricité volontaire, la disparition de l'hypertonie physiologique de la naissance remplacée par une hypotonie entre guillemets et le renforcement du tonus axial va permettre les grandes acquisitions. Donc les grandes acquisitions qui sont la tenue de tête vers l'âge de 3 mois, la station assise entre 6 et 8 mois et le redressement à 9-10 mois et la marche à partir de l'âge de 1 an. Vous voyez que parallèlement apparaissent non pas des réflexes, mais je dirais des phénomènes d'anticipation. Quand je tiens assis, j'ai une anticipation avec des parachutes latéraux qui me protègent de la chute. Quand je suis debout, j'ai une anticipation avec l'apparition de parachutes antérieurs qui me protègent le visage si je viens à tomber. Excusez-moi. Sur la motricité, n'oublions pas que la motricité, elle est générale, mais elle est aussi volontaire. Et dans les grandes étapes, vous allez avoir donc l'apparition de l'appréhension volontaire à partir de l'âge de 5 mois, qui va permettre à l'enfant de passer l'objet d'une main à l'autre ensuite à partir de 6 mois, et de manipuler l'objet de façon bimanuelle à partir de l'âge de 9 mois. Cette motricité va s'affiner avec l'apparition, et ça c'est une étape extrêmement importante dans le développement, qui est l'apparition de la pince pouce-index, qui permet d'attraper la petite miette de pain sur la table. Et à partir de 1 an, les enfants vont commencer les jeux d'encastration et d'empilement avec la possibilité d'empiler 2 à 3 cubes entre 12 et 15 mois. Au niveau parallèlement, alors évidemment tout cela se fait en parallèle, on est bien d'accord,
Et donc parallèlement, les grandes étapes du développement social, je vous ai dit, les capacités de traitement du visage sont extrêmement précoces, mais ce qui est également précoce, c'est les capacités d'imitation des mimiques, qui ont été bien montrées notamment par les travaux de Melzoff. Cet enfant qui va développer des compétences sociales avec l'apparition notamment du sourire-réponse entre 2 et 3 mois, la capacité ensuite à réagir à son prénom, à montrer la différence entre une personne familière et une personne étrangère autour de l'âge de 8 mois, le geste du pointage, l'attention conjointe et les gestes symboliques qui vont être des marqueurs de troubles du neurodéveloppement lorsqu'ils sont absents et notamment du trouble du spectre autistique. Au niveau du langage, l'enfant a très tôt donc des capacités perceptives qui lui permettent de traiter les stimuli sonores qu'il perçoit, qui vont lui permettre de comprendre les premiers mots. Et un enfant comprend ses premiers mots entre l'âge de 8-10 mois. Et ensuite, évidemment, son stock réceptif va progressivement se développer et on a pour ça des travaux dans la littérature qui montrent les courbes d'évolution de ces enfants avec donc la perception des premiers mots, la compréhension des premiers mots à 8-10 mois et puis une évolution qui est relativement linéaire et rapide avec 10 mots à 10-12 mois, 50 mots à 15 mois, 100 mots à 18-20 mois pour arriver ensuite à comprendre des phrases, donc des ordres relativement simples à partir de l'âge de 18 mois. Il faut une maturation anatomique, on va dire, une maturation anatomique du tratus vocal pour permettre aux enfants de mettre des sons de plus en plus et de mieux en mieux contrôlés et pour leur permettre de produire leur premier mot qui survient autour de l'âge de 12-15 mois. Avant cela, l'enfant passe par le stage du gazouillis, entre 2 et 3 mois, puis du babillage, à partir de l'âge de 6 mois, babillage qui va devenir canonique à partir de l'âge de 7-9 mois. Et ce babillage canonique, il a été montré dans la littérature scientifique qu'il s'agissait déjà de langage. Pourquoi ? Parce que lorsque l'enfant babille, que ce soit avec les gestes, alors on a montré que les enfants qui étaient nés de parents sourds, qui s'expriment donc dans la langue des signes, ont des enfants, lorsqu'ils ont des enfants entendants, normaux-entendants, ces enfants, par rapport à des enfants normaux-entendants nés de parents normaux-entendants, ont des mouvements de main que n'ont pas les autres enfants, qui sont des mouvements de main qui correspondent à du babillage gestuel. Et le fait que les enfants d'enfants sourds babillent avec les mains signifie que ça a une valeur linguistique pour ces chercheurs. Et cette même équipe de recherche a montré que lorsqu'on compare le sourire au babillage, ce ne sont pas les mêmes hémisphères qui sont mis en jeu. Le sourire mettant en jeu l'hémisphère droit et le babillage mettant en jeu l'hémisphère gauche. Or, je vous rappelle que le langage est traité principalement par l'hémisphère gauche du cerveau. Alors, au niveau du langage, on sait, sur le versant expressif, on sait qu'après l'apparition des premiers mots autour de l'âge de 1 an, on va avoir une croissance initialement lente, puis de plus en plus rapide du stock lexical, avec ce qu'on appelle une phase d'explosion lexicale qui se situe lorsque l'enfant atteint les 50 mots. Et lorsqu'on a suffisamment de mots dans son vocabulaire, on va voir apparaître la syntaxe et les enfants vont commencer donc à associer les mots autour de l'âge de 20 mois pour ensuite construire des phrases entre 24 et 36 mois. Et donc là, ce sont des courbes qui montrent qu'à 24 mois, 60 à 90% des enfants sont capables, selon les études, à faire des associations de mots, qui est le stade qui précède la phrase. Donc peut-être que la diapositive la plus importante, si vous êtes personnel de la petite enfance, c'est celle-là. C'est celle de ce que j'appelle des signes d'alerte, que tout professionnel de la petite enfance doit connaître. C'est-à-dire, c'est quand c'est qu'on doit s'inquiéter. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des variations entre les individus, que ces variations entre les individus sont notamment liées à des facteurs environnementaux, mais il y a des étapes qui doivent être franchies, auquel cas le professionnel doit s'inquiéter et orienter cette famille vers des spécialistes.
ou des médecins. Donc pour le langage, on va dire l'enfant silencieux la première année qui ne babille pas, notamment qui n'a pas de babillage canonique, le ba, 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 ba. À 18 mois, l'enfant qui dit aucun mot, et l'enfant qui a 24 mois ne fait aucune association. Je me suis limité aux étapes qui nous intéressent, c'est-à-dire jusqu'à 24 mois. Pour la motricité, l'enfant qui ne tient pas sa tête à 4 mois, qui a toujours ses réflexes archaïques à 6 mois, qui ne tient pas assis à 9 mois ou qui ne marche pas à 18 mois. Vous voyez qu'avec 4 repères simples, 3-4 repères simples et 2 pour la socialisation, l'enfant qui ne pointe pas ou qui n'a pas d'attention conjointe à 1 an, vous pouvez exercer une sorte de filtre pour éviter finalement que ces enfants ne puissent pas bénéficier de prise en charge précoce dont on connaît l'importance par rapport à la récupération. Alors, je terminerai l'exposé dans la troisième partie par un sujet qui me tient à cœur, qui est celui finalement de l'exemple de comment l'environnement va agir sur le développement cérébral. Comment finalement des facteurs précoces vont déterminer des choses pour l'avenir. Donc on revient un petit peu au concept des 1000 jours du début de l'exposé. Et cet exemple, c'est celui de la pauvreté. Pourquoi celui de la pauvreté? Parce que c'est un problème colossal qui concerne 3 millions d'enfants en France d'après Le Monde, donc ce qui représente un enfant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est exactement la même statistique que ce que l'on peut avoir au niveau américain dans une revue publiée dans Pediatrics en 2016, donc, où on nous dit qu'un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui représente 16 millions. On sait que ces enfants issus de milieux pauvres ont des retards de développement, des scores plus faibles aux évaluations cognitives ou académiques et des problèmes émotionnels ou comportementaux. Donc la question, c'est pourquoi et comment. Qu'est-ce qui fait que quel est le facteur qui entraîne cela si on regarde un petit peu dans la littérature, les chercheurs qui s'y intéressent, on a notamment Sheridan et McLaughlin qui ont proposé cette chaîne de causalité qui illustre bien finalement comment des facteurs environnementaux qui sont représentés ici, sur lesquels je vais revenir, vont entraîner des changements au niveau de l'organisation, vont entraîner des changements au niveau des facteurs génétiques, des facteurs épigénétiques et des facteurs environnementaux, avec une répercussion sur l'organisation cérébrale et de là des conséquences au niveau cognitif. Donc si vous regardez la liste de ces facteurs, les personnes finalement évoluant dans un milieu pauvre, évaluées le plus souvent à partir du niveau socio-économique, sont soumis à un stress plus important, ont moins de stimulation cognitive ou de possibilités de stimulation cognitive, puisque moins de possibilités éducationnelles, un environnement linguistique moins riche, un problème nutritionnel qui peut se surajouter, une exposition à des facteurs toxiques plus importants, le stress étant rangé dans les facteurs toxiques, le stress et les facteurs toxiques, tabac, alcool, plomb, comme c'est marqué ici. Donc les neurosciences, depuis 10 ans à peu près, enfin une dizaine d'années, se sont largement emparées du sujet et ont commencé à regarder ces facteurs et leur impact sur le développement cérébral. Parce qu'on compare de façon longitudinale 70 enfants scannés plusieurs fois, donc ça veut dire qu'ils ont eu des imageries à plusieurs temps, avec dans 3 groupes les enfants qui sont issus d'un milieu socio-économique élevé, les enfants issus d'un milieu socio-économique modéré et les enfants de bas niveau socio-économique, vous voyez que le volume de substances grises est statistiquement différent entre les 3 groupes, avec un volume de substances grises plus faible dans le groupe au niveau socio-économique le plus bas. Les chercheurs qui s'intéressent depuis quelques années en Pennsylvanie, donc l'équipe de Farah et de Ackman, ont montré que les différentes fonctions cognitives n'étaient pas influencées de la même façon par le niveau socio-économique et que c'était surtout sur les fonctions linguistiques et les fonctions exécutives qu'on avait le plus de retentissement, où le lien ou la corrélation était la plus élevée. Donc corrélation élevée entre niveau socio-économique et langage et fonctions exécutives, et ceci est retrouvé au niveau, excusez-moi, je vais y arriver, ceci est retrouvé au niveau cérébral, où l'organisation des aires du langage, et en particulier l'asymétrie qui peut exister entre la droite et la gauche au niveau d'une aire frontale inférieure gauche qui est extrêmement importante pour le langage,
et qui est chez les sujets, je dirais, à haut niveau de langage et généralement très asymétrique en faveur de la gauche et beaucoup moins asymétrique dans les milieux socio-économiques moins favorisés. Donc il y a une corrélation au niveau de l'index entre l'index d'asymétrie, il y a une corrélation entre l'index d'asymétrie ici et le niveau socio-économique. Pardon. La nutrition est fondamentale, vous le savez, la nutrition va jouer un rôle essentiel dans le développement cérébral. Alors c'est relativement complexe parce qu'il y a différents facteurs nutritionnels qui interviennent pas tous de la même façon selon les différents processus du développement cérébral. Donc c'est quelque chose de relativement complexe. Mais on connaît tous l'effet de carence vitaminique, comme par exemple le manque d'acide folique, sur la survenue éventuelle de malformations au niveau du tube neural. Le spina bifida est par exemple influencé par l'absence d'acide folique. Donc des carences en protéines, des carences en vitamines, des carences en différents substrats peuvent être à l'origine d'un trouble du développement cérébral. L'allaitement maternel est sans doute le meilleur nutriment qui apporte tous ces nutriments pour permettre le développement cérébral optimal, d'autant que dans l'allaitement maternel, il y a aussi un renforcement des interactions mère-enfant et aussi une diminution, ça engendre une diminution du stress maternel et vous allez voir sur la diapositive d'après que le stress a un rôle. Et donc, la nutrition est un facteur important et on a vu tout à l'heure dans la pauvreté que les personnes évoluant en milieu socio-économique défavorisé étaient exposées à des carences nutritionnelles ou déséquilibres nutritionnels. Là, c'est pour vous dire que les neurosciences ont également regardé l'effet du stress précoce en anténatal ou en prénatal précoce sur le développement cérébral et en particulier sur des régions qui sont importantes au niveau cérébral que sont l'hippocampe d'une part et la région amygdalienne qui est une région du cerveau qui permet la gestion des émotions. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on compare à des sujets des enfants qui n'ont pas été soumis au stress à des enfants soumis au stress, soit parce qu'évoluant dans des milieux de bas niveau socio-économique, soit étant en situation de maltraitance, ici vous avez négligence lourde et ici vous avez violence physique, ben vous voyez qu'il y a des différences de volume entre les amygdales et l'hippocampe, qui est généralement un volume plus faible lorsqu'on compare à des populations qui sont dites contrôle. Et on corrèle, on fait des liens entre ce volume et des troubles du comportement, comme par exemple des comportements extériorisés de type hyperactivité. Merci.